Parc national des Pyrénées. Une zone centrale protégée de 45 000 hectares. Le cœur du parc. Une zone périphérique de 200 000 hectares où vie locale et respect du patrimoine vont de pair. Au fil des saisons, les gardes-moniteurs observent, échangent et veillent sur les montagnes Pyrénées. C'est l'été, grand soleil, vent du sud, la vie bat son plein. Ils ont tous un peu leur quartier, leurs habitudes. Là, c'est des groupes qui sont en pied de barre. Juin, Étienne partage son savoir sur les animaux en Vallée d'Or. Oui, non. Il y en a qui aiment bien aller dans le couloir d'avalanche là, il y en a qui aiment bien être sur les névés là-bas. Moi, je me demande s'il n'y en a pas en ce moment. Et en fait, des marmottes aussi, on en trouve fréquemment? Ouais, sur la vallée, elles sont très abondantes. Alors, c'est vachement récent, hein, parce que la marmotte elle est arrivée dans les Pyrénées dans les années 50, introduite par le docteur vétérinaire Couturier, pour nourrir l'ours, mais ça n'a jamais nourri les ours, hélas. Et il en a lâché de l'autre côté du col de Port des Cambiailles, là, je ne sais pas si vous le connaissez, sur le vallon, les vallons de Luce, etc. Il a lâché 6 bestioles en 48 qui ont prospéré et petit à petit, en une trentaine d'années, elles ont conquis quasiment tout le massif en fait. Hein. Ouais, ce ne sont pas originaires des Pyrénées? Non, elle a disparu à la dernière glaciation. Ouais. Ouais. Je sais pas bien moi qu'est-ce que Ils les ont récupérés dans les Alpes? Alpes, ouais, c'est des marmottes des Alpes qui ont été introduites. Et la naissance a lieu à quelle période de l'année? La sortie des terriers en fait se produit aux alentours du 21 mars, entre le 21 mars et le 1er avril. Très rapidement, les deux adultes vont s'accoupler. La femelle donc est enceinte, ça va durer 40 jours, pendant lesquels elle va être assez active pour se nourrir, pour pouvoir nourrir ses petits. Et 40 jours après la naissance, les petits sont sevrés, c'est-à-dire en ce moment même, là il y a des tout petits marmotons qui sortent. On l'a vu hier. Ah ouais, ils sont tout fous là. Hein. Ils viennent de découvrir le monde là, ils commencent à peine à manger de l'herbe. Ouais, enfin non, c'est tout le parc. Hein. Ah, le parc, et le parc il va de où à où le parc? Eh ben ici on est à la frontière est on va dire, et la frontière ouest c'est le Béarn, Vallée d'Aspe. Oui, donc alors votre métier ça consiste en quoi? Eh ben on est garde-moniteur. Alors il y a 3 grands volets en fait dans ce métier-là. Il y a un volet animation là, comme en ce moment. On fait des points rencontres, soit on fait des sorties accompagnées autour d'un thème précis, soit des animations avec des scolaires, ça c'est l'animation. On fait aussi de la surveillance pure et dure, là, faire respecter la loi, c'est le côté garde, on va dire. Il y a du travail à faire de ce côté-là? Ouais, il y a du boulot aussi de ce côté-là, hein. Ouais, surtout vis-à-vis des chiens. Et puis le troisième tiers, on va dire, c'est tout ce qui est suivi naturaliste, donc suivi des plantes. On recherche les plantes rares, on essaye de faire des inventaires de plantes rares, on fait des suivis de la faune. Par exemple, sur les grands rapaces, on fait le suivi de la nidification. Là, sur le gypaète, on suit un gypaète sur la vallée. Voilà, on est un peu équilibré entre ces 3 choses-là. Et vous essayez de compter aussi les troupeaux d'isards, autre chose Ouais, comme ça? ça fait partie des suivis scientifiques. D'accord. Début juillet, vallée de Cauterets, Émeric invite à la découverte des tourbières. Donc aujourd'hui, c'est une sortie botanique. Le parc donc organise chaque été des animations encadrées par des gardes du parc national. Qui ressemblent à des graminées et qui en fait sont des carex. Des espèces qui sont... Aujourd'hui, c'est moi qui encadre une sortie botanique. Saturées en eau. Et donc aujourd'hui, j'essaye un peu de rendre plus attrayant le monde végétal, qui est souvent un peu laissé de côté par rapport à la faune. Et il y a beaucoup de choses à dire sur les plantes en fait. Hein. Ne serait-ce que donner un nom à une plante, on a l'impression déjà de mieux la connaître. Potamo, c'est une espèce qui plante ses racines au fond du lac et dont les feuilles sont flottantes. Au Marcado, c'est aussi le moment de la montée des troupeaux, la transhumance. Et bien ça c'est la montée du principal vacher du Marcado. Donc il monte 65 vaches, c'est ça? Oui. 65 vaches qui va être là jusqu'à la fin du mois d'août. Donc voilà, on est en pleine période de la montée des troupeaux là. Ça a été un peu tardif cette année, l'herbe a mis un peu de temps à pousser, mais là maintenant c'est très bon, donc tout le monde arrive. Hein. Voilà. Et demain aussi il y aura des brebis qui vont monter. Voilà, demain il y a encore 2 troupeaux de brebis qui vont monter, et puis ça va très vite être complet quoi. Il y avait un basque cette année qui va appeler, qui va pas Ramon et tout ça, mais après il n'y en a plus. Et Casette, il vient ou pas alors? Chi passava tutti ma chi tornava passava. E chi sono e chi sono. Penso che voi giocare un po' per un altro sicuro. Moi je te le dis, comme c'est.
Allez, au revoir. Eh bien, on vient d'échanger de mots là sur le passage récent de l'ours. Je le prévenais, puisqu'il est gestionnaire du pâturage ici, et qu'il a monté son propos, je le prévenais du passage de l'ours récent, qui est passé là le 17 mai. Et il m'a fait cette réponse que son grand-père, de tout temps, connaissait le passage de l'ours ici au Marcado, et que pour lui, après tout, ce n'était que la poursuite des traditions, et que ça ne le gênait pas outre mesure. Voilà, c'est des paroles assez intéressantes dans la bouche d'un éleveur d'aujourd'hui au Marcado. Et intéressantes et un peu inattendues, il faut dire. Juillet, Jean-Paul cherche des indices de la présence de l'ours en vallée d'Ossau. Et là, je fais ce que l'on appelle un suivi ours. C'est-à-dire que je parcours un vallon, ça va durer 6-7 heures de temps, et le but, c'est de prélever le maximum d'indices attestant de la présence de l'ours. Mais voir l'ours, ça devient de plus en plus rare, parce qu'il y en a de moins en moins. Et puis, nous nous censurons aussi, nous ne voulons pas faire les voyeurs et lui courir après pour le voir, parce que le but, c'est quand même de le protéger, donc de le laisser tranquille. Et là, je viens de prélever des poils d'ours qui se sont accrochés au grattoir, puisque l'ours est gratté. Ils peuvent permettre une détermination de l'animal par la génétique grâce à l'ADN. Voilà. C'est un suivi qui est quand même assez prenant, dans la mesure où le programme commandité par le réseau Ours débute au mois de mars et se termine en fait en décembre quand l'ours réintègre sa tanière. Là, ça fait, pour un même secteur, ça peut être 1, 2, même voire 3 journées d'agents par semaine. Mais nous sommes aussi les agents habilités à constater les dégâts commis par les ours en tant qu'experts. Donc chaque fois que des bêtes sont mangées par l'ours ou que le berger estime que l'ours est responsable, même si ce ne l'est pas, il nous appelle, nous allons sur les lieux et nous constatons et au vu des indices, nous émettons un avis. Parce que là, elles sont descendues là, ici. Oui. Toi, les autres vaches, tu les as trouvées, les autres vaches qui sont blessées, tu les as trouvées ici aussi. Oui. En même temps. La vache de la patte cassée doit être là-bas en haut. Tu Voilà. vois, dans les buis. On va aller voir les autres, Ouais, ouais. puisque comme ça, et après toi tu vas me remplir un papier, et nous on va tranquillement prospecter ici. Ouais. D'accord. Août, vallée d'Aspe, Marie fait l'inventaire du patrimoine bâti dans la zone périphérique du parc national. Et par rapport au ruissellement, là, Bernard, qu'est-ce que tu prévois? Alors ce qui est envisagé là, c'est de reprendre donc une cunette, si tu veux, ça c'est le terme technique, où on va refaire un fil d'eau qui va suivre donc qui va partir de ce petit bassin ici et qui va suivre tout le long pour rejoindre dans le caniveau qui est en bordure de route, quoi. Hein. Il va démarrer depuis l'évacuation qui est là-dessous. Là. Oui, voilà, tout à fait. On le voit, et on travaille donc sur toutes les vallées du parc, donc les 6 vallées du parc, et on recense en fait donc tous les éléments du petit patrimoine, donc ce qui est lié à l'eau, ce qui est lié au cheminement, ce qui est lié aux places de village, des moulins, des rigoles, après tous les édifices de culte, donc les croix, les petites chapelles, ce genre de choses. Et l'objectif en fait, c'est de fournir à la fois aux élus locaux et à la population locale tous les éléments sur leur patrimoine pour leur montrer la richesse de leur patrimoine et puis les motiver pour conserver ce patrimoine et le réhabiliter quand c'est nécessaire. C'est l'automne, la saison des affûts.
À 5 h du matin, c'est à l'époque de la chasse, c'est l'horaire pratiquement obligatoire pour partir en surveillance. Que si on veut arriver sur le terrain à l'heure où se fait le démarrage de la chasse, et le temps de marche étant entre 1 heure et 1 heure et demie, il faut bien qu'on parte de bonne heure, sinon on arrive quand la chasse est finie. Donc on a pris l'habitude de monter à la même heure que les chasseurs. Les autres, c'est comment ça s'appelle? Le Cambier. La Costa de Magnovato, tu montes la... Ah, c'est celle-là, la Costa de Magnovato. D'accord. Après, tu as les loups d'Air ici, quand tu reviens. Et puis là, tu montes tout le Lentilla. Dès septembre, à l'ouverture de la chasse, les gardes-moniteurs se mobilisent pour veiller au respect des limites du parc national. On a un peu de chance parce qu'il a bien plus de nuit. Et puis cet après-midi, c'est d'être le grand beau temps. Ici, on va arriver sur la zone limite du parc, c'est la zone où je dois surveiller aujourd'hui. Les zones limites du parc, elles sont plus qu'elles étaient. À l'époque, c'était très difficile à surveiller parce que c'était une ligne Maginot complète. Et avec tous les chasseurs qui attendaient que les isards sortent du parc pour pouvoir tirer, parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'isards dans la zone de chasse. Depuis le plan de chasse, on attribue un nombre de bracelets qui est calculé par rapport à la population existante d'isards. Donc évidemment, ça a diminué et le nombre de chasseurs sur le terrain et le nombre d'isards de tués évidemment. Donc le cheptel d'isards, comme il y a moins de prélèvements, il a augmenté partout. Et voilà, ici on arrive à la limite du parc, qui est ici. Et moi je me positionnais sur le rocher là-bas en face pour pouvoir surveiller. C'est Didier là, on est avec Jean au Badette là et on est en train de jumeler là deux chasseurs qui sont en train de faire l'approche là sur un isard. Et le temps est clair, je crois que pour eux ça peut être tout beau. Octobre, Val d'Azun. Grâce à Christian, les enfants surprennent des animaux sauvages. On risque de les voir à partir de maintenant. On va chercher à... Doucement, vas-y, mets ton œil doucement, proche-toi doucement. C'est un mâle. On reconnaît le mâle de la femelle, surtout de loin. La courbure, les cornes sont très recourbées chez le mâle. Les cornes sont plus épaisses à la base que la femelle, alors que la femelle, elle a les cornes qui sont presque en équerre comme ça. Au cirque du Littor, Franck, Charles et Christian partent à la recherche d'une fleur rare, l'astère des Pyrénées. Regarde là-bas, tu as un bosquet de noisetiers qui est bien net. La station est juste là. Ouais, donc c'est pas si évident que ça. Hein. Non. Donc l'accès c'est par derrière. Et puis il faut certainement passer au niveau du hêtre qui est là-haut. Et puis descendre en rappel directement. Je pense que c'est la seule façon d'y aller. Bon, c'est là qu'on s'arrête. Hein. Allez. Là, nous sommes en train de nous équiper pour descendre en rappel sur une falaise et pour aller directement sur une terrasse où se trouvent les astères des Pyrénées. Alors, cette population nous intéresse particulièrement parce qu'elle est toute petite et apparemment elle est isolée des autres populations que nous avons ici. À l'heure actuelle, les capitules sont en graines et les graines nous permettront peut-être, et permettront surtout au conservatoire de botanique de Bagnères, de faire des essais, de faire des comparaisons sur l'évolution de cette espèce par rapport aux autres. Il y a quand même 170 mètres de corde au-dessus de moi là. Hein. Bon, là nous sommes au milieu de la station. Il y a encore des capitules en fleurs, bien bleues, couleur lilas. Il y en a d'autres qui sont vraiment en fruits, d'autres intermédiaires. Et voilà donc l'estimation, c'est plus de 300 je pense, entre 300 et 500 pieds. Tu vas juste fractionner et puis je t'accompagne.
bois. Alors, quel effet ça fait de toucher terre? Je peux le dire. Oui, bien, nous avons ramassé 25 sachets de graines d'astère des Pyrénées. Et puis nous avons récupéré un exemplaire de chaque plante que l'on appelle accompagnante. Alors voici la récolte de la journée. Voici les graines de l'astère des Pyrénées que nous avons été chercher. Dans la vallée des Gaves, en novembre, les gardes-moniteurs s'intéressent au vison, à la loutre et au décement. Avec Eric, on est en train de rechercher des indices de présence de la loutre pour voir s'il y a des crottes ou des empreintes le long des rives du Gave. C'est un inventaire qui se fait au niveau de toutes les vallées du parc national, donc sur les 6 vallées du parc. Et ça peut se faire également conjointement avec d'autres prospections. Le décement, par exemple, laisse ses indices également sur les rochers. Le décement, c'est un mammifère qui a la faculté de passer beaucoup de temps dans l'eau et surtout qui recherche toutes ses proies dans l'eau. Le vent, l'hiver, le froid, la nature s'assoupit. Janvier, en Vallée d'Or, les gardes-moniteurs s'entraînent à rechercher les victimes d'avalanches. 10 cm ça compte dans la recherche là. L'appareil il est la main sur la neige et je me fais une technique avec l'angle droit. Donc par exemple, en recherche finale je suis arrivé par là, je mets mon appareil sur la neige, je me déplace, j'ai le signal maxi, je reviens, je commence à le perdre. En gros le maxi est par là, je reviens au milieu, je me fais une perpendiculaire et je recherche toujours le signal maximum. C'est bon. Mais lors de nos tournées, bon, mais on est quand même sujet à certaines fois à passer dans des endroits peut-être qui sont un peu dangereux. Et là, donc, nous sommes en train de faire un exercice, je dirais. Voilà. Il faut être top, quoi. Et d'où l'intérêt de faire cet exercice régulièrement. C'est parti, top chrono. Ok, premier signal, 30 secondes. Premier signal. Ok. Là, on est en train de faire des manips d'entraînement de recherche de victimes d'avalanche. Ok, c'est bon, tu pelles. C'est bon. Le sac est sorti. Donc il laisse la sonde. Important parce que s'il la vire, qu'il y a du vent et tout, il se retourne, il ne sait plus où c'est. Allez, zoom. Il vire la sonde. En fait, on a planqué un sac à dos avec un narva en émission dedans. Et le but du jeu, c'est de récupérer le sac
en se chronométrant, histoire de s'entraîner à la manip de recherche d'une victime, de quelqu'un qui est passé sous la neige. Bon, Franck, on fait le point radio, voir si ça passe. Est-ce que Franck, tu me reçois à la Coum de Port là? Je te reçois fort et clair. Est-ce que tu as pu le choper, ce gypaète? Ouais, tout à fait. Bon, ouais, je le vois. Je vais essayer de le suivre au cas où il viendrait sur le pic d'Aube et que j'espère que Eric l'aura. Hein. Ouais, ok. Bon, Chantal, Fabien vient de prendre un gypaète au niveau du pic de Soulom. Je ne le quitte pas parce que je l'ai moi dans la longue vue, tu vois. Et il vient vers nous, enfin il vient pas vers nous, il vient vers le point. Il est vachement haut quand même, hein, difficile à dire, mais il est à, voilà. je sais pas, il y a 1800, 2000 là. Depuis le poste de Fabien, d'accord. Il pompe sur le couloir de gauche, donc le couloir le plus au sud pour moi. Il n'est pas si haut que ça. Hein. Il est passé juste derrière le pic d'Aube, mais il n'a pas pris Zabi, hein, il prenait la direction du Lévis. Bon, d'accord. Mais là, on fait une prospection gypaète parce que dans ce secteur ici, on a un couple qui a un grand territoire et on ne sait pas où il niche. Et là, on vient de prendre un oiseau, je viens de le prendre à la longue vue. On a disposé plusieurs gardes du parc, on a 8 points d'observation sur un secteur restreint pour essayer de localiser ce couple et éventuellement trouver où il niche. Derrière cette crête, il y a Franck. Hein. Un peu plus bas, en contrebas, on a Eric qui est au pic d'Aube, en dessous de nous. Dans la vallée de Luce, il y a Christian et Fabien. Et dans la vallée de Cotteret, derrière le pic de Soulom, il y a l'autre Christian et Jean-Claude Cahen. Sur l'aile droite. La population la plus importante de gypaètes barbus en Europe, elle se trouve dans nos Pyrénées. Alors, dans les Pyrénées françaises, on a très peu de couples. On a 23 couples. Par contre, chez nos amis espagnols, avec qui on travaille en collaboration pour ce suivi des gypaètes, ils ont 85 à 90 couples. Le climat est plus favorable, il y a plus de nourriture et beaucoup plus de sites potentiels pour nicher. Mars, vallée d'Esquain, les équipes de terrain françaises et espagnoles comptent les gypaètes barbus. Le jeune. Hay uno blanco que es Ramiro. Ah, d'accord. Este Ah, c'est celui-là. Blanche. C'est celui-là. Mais quel âge? Dos años, joven. Ahora cumple 3. Blanco et rojo, si. Il n'est pas blanc, hein. Non. Il est blanc-rouge, hein. Moi j'ai vu Mazello, si. Ah, Mazello. Celui-là aussi. Oui, hace años. Saltarín, Trumuse. Ah, Saltarín también estaba aquí. Trumuse. Cirque de Trumuse. Mazello se capturó aquí. C'est toi qui l'as capturé. Aquí, aquí. Esta es la frecuencia, este número en miliamperios. 142. Oui, non. Il dit que l'oiseau que l'on voit rouge, marqué rouge et blanc, en plus il a un émetteur. Voilà, il a trouvé la fréquence. Il en capte 3 gypaètes là. Celui-là, le blanc et le blanc rouge, les 3. Il les a dans l'émetteur à chacun à sa fréquence. Voilà. Il les a dans le site. Et también sonó Jesús, que es 060. Eh bien, l'objet de cette rencontre, c'est une journée un peu exceptionnelle aujourd'hui, puisqu'avec nos collègues du Parc national d'Ordessaille du Mont Perdu, mais aussi sur l'ensemble de la chaîne, il y a une opération de comptage du gypaète barbu, de manière à étudier l'état de ces populations, de sa reproduction, repérer les animaux marqués, etc. Donc c'est une opération d'envergure et qui regroupe un grand nombre de personnel sur l'ensemble de la chaîne. C'est la fin de l'hiver. Christian recense les lagopèdes en Val d'Azun. Il est 5 heures du matin, on est au lever du jour. Je suis en prospection lagopède. Il faut essayer de trouver dans ces territoires s'il y a les couples que l'on connaît. Alors pour faire cette prospection lagopède, je monte toujours le soir pour repérer s'il y a des traces, voir s'il y a des plumes, des crottes, des oiseaux. Et puis,
Je fais un peu de repasse avec la cassette, avec le magnétophone pour essayer de voir si les oiseaux me répondent. Là, ça me permet d'aller après directement sur les crêtes où ils sont ce matin. C'est vrai que trouver ce lagopède dans cette immensité de granit, de neige, il est très difficile à observer. Il se cache toujours, il se défile derrière les blocs, derrière la neige. Le lagopède se nourrit en hiver de ce qu'il peut trouver comme reste de petites graminées, des petites plantes, des petites herbacées, des saules, des feuilles de saule qui restent un petit peu quelquefois par-ci par-là. Le lagopède est très bien adapté à l'altitude. C'est le seul oiseau qui vit toute l'année au-dessus de 1800 mètres d'altitude. L'hiver, le volume des plumes double dans les pattes. Ça lui sert de raquette pour se déplacer dans la neige. Mais surtout, il a une particularité, c'est de se confondre au paysage. Le mimétisme est fabuleux chez cet oiseau. Il est tout gris en été. À l'automne, il va reprendre une mue, il va refaire une mue pour devenir moitié gris, moitié blanc. En hiver, il sera tout blanc. Et là, il est difficile de le trouver sur la neige. C'est la fonte des neiges. Les bourgeons apparaissent. Le printemps revient. Mais, vallée de Cauterets, les gardes-moniteurs partent compter les isards. Eh bien ce matin, on vient d'attaquer la première journée de comptage printanier. On a commencé ici sur le bassin du Marcado, à toute l'équipe. On a chacun pris un sous-secteur que l'on va prospecter ce matin. Et le but c'est de connaître le nombre des isards qui vivent, le nombre global, hein, un peu grossièrement, quoi, de savoir le nombre d'isards qui vivent dans la vallée de Cauterets aujourd'hui. Dans ce groupe que je viens de détecter, maintenant, l'intérêt c'est de le localiser dans l'espace en pointant ce lieu précis où il se trouve sur la carte 25 000. Et donc, je vais repérer l'endroit très précisément, noter ici le numéro du groupe. Et sur l'envers de la fiche, je vais noter la composition de ce groupe. Donc ici à Cauterets, on applique aussi depuis plusieurs années maintenant, environ 10 ans, une deuxième méthode, plus approfondie, qui est basée sur du marquage intensif et sur des recensements. Des recensements hivernaux sur une zone témoin. Dépêche parce qu'on a l'autre qui est prise. Tu vas chercher le sac là, on va commencer le suite. La différence entre un recensement et un comptage, c'est qu'un recensement s'applique à déterminer tous les animaux, par classe d'âge et de sexe. Et en plus, évidemment, le marquage individuel nous permet de connaître différentes choses intéressantes comme la reproduction, les déplacements. Et en particulier, on s'est rendu compte qu'ici, à Cauterets, on avait des groupes de femelles notamment, qui sont certains sédentaires, absolument sédentaires, qui passent toute leur vie sur un petit carré. Et quand d'autres, au contraire, faisaient des migrations saisonnières répétées tous les ans. Donc ça, on ne pouvait pas s'en douter sans faire du marquage. Et ensuite, on a appris beaucoup de choses sur la reproduction de ces femelles. En particulier, que la reproduction pouvait être différente d'une femelle à une autre. Et également, plus surprenant, que les plus vieilles femelles étaient les meilleures mères, celles qui savaient le mieux élever leurs cabris. Donc voilà, la moralité, c'est que ça vaut le coup de faire du marquage, du suivi fin, parce qu'on apprend beaucoup plus de choses. On va baguer juste ici, donc sur les falaises de Bielle-Casse-Tête.
Et c'est dans des falaises qui sont très dangereuses parce qu'en fait personne n'y va hormis nous à cette époque-là. Et on y va avec beaucoup de précautions. L'accès pour descendre sur les nids est assez sérieux parce qu'on voit bien qu'il n'y a rien qui tient, hein, tout est branlant. Et ce qui fait que pendant la descente, il faut faire attention aux pierres qui risquent de tomber sur l'oiseau parce qu'il est en dessous et on arrive dessus. Entre nous, il faut faire attention de ne pas s'envoyer une pierre dessus. Franck et Didier s'apprêtent à baguer les jeunes vautours. Nous sommes en train de baguer un poussin de vautour fauve. Alors, Cubitus 32. Cubitus 32. Tous les ans, on bague à peu près une quarantaine d'oiseaux. Et ces oiseaux-là, bagués, vont nous permettre de mieux appréhender la démographie de la colonie de vautours fauves. C'est-à-dire savoir où les jeunes vont se déplacer, jusqu'où et en quelle proportion. Et ensuite, combien d'entre eux atteindront l'âge adulte. Et voilà. 5,4 kg. Et c'est pour lui. Ce marquage nous a permis de retrouver des poussins bagués ici à Nosso, au Sénégal, au Maroc et beaucoup en Espagne. On a même actuellement des oiseaux nés à Nosso qui sont dans les colonies réintroduites des Cévennes et des Baronnies. Juin, la montagne se couvre de fleurs. C'est plus haut alors désormais ? Le programme Flore se répartit sur deux axes. La prospection, qui est un inventaire, et le suivi, qui permet de suivre des espèces qui sont en voie de disparition ou qui sont rares. En ce qui concerne la prospection, c'est un inventaire qui nous permet tous les ans d'ajouter 5 espèces nouvelles et de les suivre, de les rechercher sur l'ensemble du territoire au parc. Alors aujourd'hui, nous travaillons sur des espèces d'altitude, notamment sur le géranium cendré, parce qu'en fait, il est présent, mais on n'a jamais fait de cartographie précise, ni de répartition précise sur l'ensemble des secteurs. C'est le géranium cendré qui fait partie des 75 espèces rares et menacées du parc national des Pyrénées. Là, à l'heure actuelle, nous en sommes à peu près à 25 espèces qui sont déjà en partie cartographiées. Et il en reste une cinquantaine encore à faire d'ici 7-8 ans. Le printemps, c'est aussi la saison où Laurent part filmer le grand tétras. Eh bien, je me prépare à faire un affût pour filmer les grandes tétras demain matin. Donc je dois y passer la nuit, parce que les oiseaux, normalement, ils arrivent à la tombée du jour. Et ils restent dans le coin jusqu'à demain. Donc je suis obligé de m'installer avant qu'ils arrivent. Et voilà, je vais dormir là. Normalement, demain, il va faire beau. Et ça va chanter. Et les images, elles servent à la communication du parc. Alors là, en particulier, aujourd'hui, c'est les images de grandes tétras, ça permet de montrer
oiseaux assez extraordinaires et puis surtout très très discrets. La plupart des gens n'auront sans doute jamais l'occasion de voir des grands tétras, quoi. C'est des oiseaux tellement sauvages et tellement craintifs. Donc ça permet de montrer au public ce qui vit dans nos forêts.